Bonsoir à toutes et à tous, et merci au Forum des images de m'accueillir. Je suis honorée de vous présenter mon travail, qui va pas tarder à apparaître. Voilà. Donc, pour commencer, je vous propose qu'on écoute 2 extraits musicaux. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. C'est trop court. Et donc, la première question qui tue, que nous allons nous poser ce soir, quel est le point commun entre Hildegard de Bingen et Aya Nakamura? Parce que, spontanément, je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas forcément évident. Donc, si vous ne connaissez pas l'une d'entre elles, commençons par Hildegard. Hildegard, c'est une femme qui est née en 1098 en Allemagne et qui est entrée au couvent à l'âge de 8 ans. Elle est devenue abbesse à 38 ans. Et près de 1000 ans après sa mort, on dispose de 70 chants seulement, parce que ça a été mal archivé parce qu'elle était une femme, mais tout de même, près de 1000 ans après sa mort, on dispose de 70 chants qu'elle a écrits pour les offices de ses sœurs au couvent, et sa musique est toujours jouée aujourd'hui. Et la seconde, que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, Aya Nakamura, qui est une artiste franco-malienne, née en 1995, qui sort aujourd'hui, c'est l'actualité ce soir, son 5e album, et qui a été connue du grand public en 2017 grâce à son titre Dja Dja qu'on a entendu, qui cumule aujourd'hui plus d'1 milliard de vues sur YouTube, et elle est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Donc leur point commun, c'est que malgré le fait que plus de 1000 ans les séparent, ce qui les rassemble, c'est qu'elles ont marqué l'histoire de la musique. Le souci, c'est que cette histoire de la musique, on nous la raconte au masculin. Et donc, je suis là ce soir pour vous dire que l'histoire de la musique ne s'écrit pas au masculin. Mais je n'aime pas tout à fait parler d'une histoire de la musique au féminin. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre est une histoire de la musique féministe, dans le sens où les femmes ont toujours été là, mais on n'a pas raconté leurs histoires, elles ont été invisibilisées. Donc tout ça, c'est ce que je raconte dans mon livre qui est paru récemment aux éditions Le Duc, préfacé par Flore Benguigui, que vous avez peut-être connue, qui a été la leaduse du groupe L'Impératrice. Et donc dans la conférence qui suit, je vais tâcher de vous donner un aperçu en 1 heure de cette histoire, évidemment qui remonte à l'Antiquité. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser s'il y a des artistes dont je ne parle pas, parce qu'évidemment il a fallu faire des choix. Donc il y aura plein de personnes dont je ne parlerai pas, il y aura plein de choses que je ne dirai pas ce soir, mais je vous promets que nous allons passer un bon moment. Bon, ça c'est moi, et si je vous montre ma petite bouille devant le piano, c'est pour vous expliquer comment justement tout ce travail est venu, comment l'idée a germé en moi, qui est que j'ai passé plus de la moitié de ma vie au conservatoire de piano, et je me suis rendu compte que j'avais passé beaucoup de temps à jouer l'œuvre de ces hommes-là, donc Beethoven, Bach, Rachmaninoff, Schumann, Debussy, avec évidemment un chouchou qui était Chopin, à côté de qui j'ai mis des petits cœurs pour vous le montrer. Mais donc en 15 ans, plus de 15 ans de conservatoire, jamais l'œuvre d'une femme. Et même au solfège, je ne me souviens pas d'avoir une seule fois étudié la composition d'une femme. À la maison, quand je vivais encore avec mes parents, je me souviens que j'entendais beaucoup parler du côté de ma maman de Daniel Balavoine, du côté de mon père de Serge Gainsbourg. Et donc si je faisais le bilan en fait de tout ce que j'entendais, des hommes. Et donc j'aime dire que, ça me désole, mais que malgré elle, mes oreilles ont longtemps été sexistes. Quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, évidemment, je suis très rapidement devenue féministe revendiquée et je me suis penchée sur les statistiques dont nous disposons. Et comme je m'intéresse particulièrement à la culture populaire et aussi à la variété française, j'ai regardé de près les victoires de la musique. Donc les victoires de la musique existent depuis 1985 et malheureusement, en 40 ans de cérémonie, il n'y a eu que 10% d'artistes féminines récompensées dans la catégorie meilleur album.
j'ai fait le compte moi-même des artistes récompensés dans la catégorie chanson originale de l'année, parce que là, ce ne sont plus les professionnels qui les attribuent, mais le vote du public. Et donc là, vous pouvez le voir, de la même façon, en 40 ans, enfin c'est encore pire, il n'y a eu que 6 femmes qui ont emporté la chanson originale de l'année. Et parmi ces 6 femmes, seulement 3 en tant qu'autrices, compositrices et interprètes, qui sont Cœur de pirate pour Comme des enfants, Camille pour Allez, 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 et récemment Zao de Sagazan pour La symphonie des éclairs. Donc là, vraiment, c'est un court aperçu, mais globalement, à l'échelle mondiale, on retombe toujours sur des chiffres similaires, et il n'y a pas de genres musicaux qui seraient meilleurs élèves qu'un autre. La situation est désastreuse dans le jazz, désastreuse dans le rap, dans la musique classique. Voilà. Nous sommes malheureusement à égalité quand il s'agit d'inégalité. Pour commencer, ce constat, la voix des femmes est dangereuse. Donc là, on fait un petit voyage dans le temps, justement, pour se rendre compte que depuis ce qu'on nous raconte dans l'Antiquité jusqu'à nos jours, jusqu'aux princesses Disney, globalement, on se méfie de la voix des femmes. Dans l'Odyssée d'Homère, justement, on nous raconte son Odyssée, et il y a une scène où Ulysse va croiser l'île des sirènes. Et donc voici ce que lui dit la sorcière Circé, je vous le lis, mais vous l'avez sous les yeux. « Navigue rapidement au-delà et bouche les oreilles de tes compagnons avec de la cire molle, de peur qu'aucun d'eux entende. Pour toi, écoute-les si tu veux, mais que tes compagnons te lient à l'aide de cordes, dans la nef rapide, debout contre le mât, par les pieds et les mains, avant que tu écoutes avec une grande volupté la voix des sirènes. Et si tu pries tes compagnons, si tu leur ordonnes de te délier, qu'ils te chargent de plus de liens encore. » En fait, dès l'Antiquité, là ce n'est qu'un exemple, mais l'épopée d'Homère associe la voix féminine au danger. Pas vraiment étonnant que les hommes se méfient des femmes qui font des vocalises. Bien longtemps après, vous connaissez sans doute l'opéra de Georges Bizet, en 1875, Carmen. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'une cigarière qui, justement, est la cible des convoitises de tous les hommes du coin, dans une fabrique de tabac où elle travaille. Et donc il y a le fameux Don José qui tombe amoureux d'elle en la voyant, quand elle est courtisée par tant d'hommes impatients, où elle daigne d'en choisir un. Ce qui est intéressant avec la figure de Carmen, bon, évidemment, il y a cette chanson que forcément vous avez déjà entendue, le « Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi », donc qui est très symbolique. Et ce qui est intéressant dans le choix même du prénom Carmen, c'est que étymologiquement, il signifie à la fois le chant et le charme. Et le charme au sens de la formule incantatoire, au sens du charme magique. Donc là aussi, ça lie dans notre imaginaire la voix des femmes au danger. Ce qui nous amène à penser que ce soit littéral ou métaphorique, une femme qui ouvre la bouche, qui se fait entendre, est nécessairement une menace. J'ai amené ici la petite sirène. Pourquoi ? Parce que justement, même si le point de vue est différent, c'est une référence pop culturelle avec laquelle nous sommes des générations à avoir grandi. Et dans ce dessin animé, ce qu'on nous apprend à nous en tant que filles, c'est qu'il n'est pas bien grave de renoncer à notre voix si on obtient la validation d'un homme et qu'on accède à l'amour hétérosexuel. Je n'aime pas beaucoup cette phrase. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. C'est quand même une héroïne qui n'a jamais parlé avec le prince, mais qui est prête à tout lâcher pour lui. D'où le petit astérisque que je me suis permis d'ajouter. Je suis aussi prête à renoncer à ma voix, car après tout, pourquoi chercher à s'exprimer quand on est belle et qu'on a reçu la validation d'un prince cisgenre hétérosexuel ? Voilà, c'est ma suggestion pour modifier un petit peu les paroles. Et donc, tout ça, si on fait un pas de côté vis-à-vis de l'univers Disney, c'est assez bouleversant en tant que femme de se rendre compte que jusque dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est écrit ceci, noir sur blanc, qui est « Ne fréquente pas la femme musicienne de peur que tu ne sois pris dans ses raies », donc les raies étant les filets. Ça explique, une phrase comme celle-ci, et tout ce que je viens d'évoquer brièvement, explique pourquoi les femmes ont longtemps été interdites de chant dans les églises,
Et pourquoi aussi elles n'ont pas eu accès à des formations musicales dignes de ce nom jusqu'en 1795, donc avec la création du Conservatoire national de musique de Paris, où bien sûr elles sont restées minoritaires pendant extrêmement longtemps. À ce moment-là, je ne l'ai pas ajouté dans la présentation, mais évidemment, tout ce que je raconte ici est très centré sur notre monde occidental, puisque, je ne vous l'apprends pas, mais il existe des régions dans le monde où aujourd'hui les femmes n'ont toujours pas le droit de chanter et même pas de parler. Je pense évidemment à la situation en Afghanistan, donc gardons bien en tête que les progrès qui valent dans notre pays ne valent malheureusement pas dans tous les endroits du monde. Le fait que justement des femmes n'aient pas eu accès aux formations musicales pendant si longtemps va à l'encontre justement d'un préjugé qui est qu'il n'y a pas de femmes compositrices. J'en reviens à ce que j'ai vécu au conservatoire, pas parce qu'elles n'étaient pas capables d'écrire et de composer, mais parce qu'elles en ont été empêchées. Et dans la pratique de l'instrument, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, puisque quand ensuite elles ont eu accès aux formations musicales, la plupart du temps, les femmes se sont tournées vers l'orgue, vers le clavecin, vers le piano, et pas seulement par passion comme moi pour le clavier, mais parce que la position assise avec les jambes resserrées faisait en sorte qu'elle n'était pas sexualisée. Là, je vous ai mis des tableaux que j'aime, mais qui, mine de rien, nous racontent aussi une histoire, puisqu'il est assez rare, avant le XXe siècle, pour les deux tableaux qu'il y a autour de celui de Vermeer, de voir des représentations de femmes qui jouent d'autres instruments. Il était très mal vu, par exemple aussi à l'époque victorienne, de jouer d'un quelconque instrument qui nous faisait mettre quelque chose à notre bouche ou qui nous faisait écarter les jambes. J'aime beaucoup le titre de cet article d'Aliette Delalleux, que vous connaissez sans doute, qui est journaliste musique. Elle écrit « Malheureusement, les instruments ont un sexe ». Et je trouve qu'on se rend bien compte du problème quand on voit ces images-là. Donc là, un très bref point sur Olympe de Gouges, que vous connaissez sans doute, donc, qui évidemment était très mécontente de voir, comme nous toutes, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen mettait les femmes complètement de côté en 1789, et qui, elle, en 1791, avait adressé à la reine Marie-Antoinette sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et en fait, il s'est passé à peu près la même chose, mais en un temps plus allongé, pour la Marseillaise et ce qu'on peut considérer comme étant le premier hymne féministe, la Marseillaise des Cotillons. Donc en 1792, on se rend compte que les femmes n'ont pas la place dans notre hymne révolutionnaire national, on leur accorde un mot au détour d'une phrase que vous connaissez, mais que je ne vais pas vous faire chanter, sur les soldats ennemis qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. C'est le seul moment où on entend parler des femmes dans la Marseillaise, et encore, vous remarquerez qu'elles passent après les fils et qu'elles sont réduites à leur rôle d'épouse. Donc c'est une catastrophe. Et on a une certaine Louise de Chaumont, dont je n'ai pas de portrait, il n'y a pas vraiment de portrait d'elle, mais en tout cas qui, en 1848, écrit la Marseillaise des Cotillons. Les cotillons, c'était quoi ? Ça désigne un style de jupon, donc par métonymie, ça parle des femmes elles-mêmes. C'est le premier hymne féministe revendiqué, donc qui paraît dans le premier numéro aussi de la République des femmes, qui était un journal créé par les Vésuviennes, un mouvement de femmes révolutionnaires qu'on jugeait évidemment rebelles et indécentes. Dans cette réécriture que je trouve géniale, elle remplace notamment le fameux « Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons » par « Tremblez, tremblez, Marie jaloux, respect aux cotillons ». Et c'est un chant, un hymne qu'on entend encore aujourd'hui lors des manifestations féministes en France, que je vous propose qu'on écoute en intégralité, parce que ça vaut le coup. On ne l'entend pas souvent, contrairement à la Marseillaise. Et la version que je vous propose d'écouter est interprétée par la chanteuse Rosalie Dubois, qui est décédée l'année dernière, en 2024. Et si je ne m'abuse, en plus, il y aura les paroles. Donc si l'envie vous prend de faire un karaoké Marseillaise des Cotillons, n'hésitez pas. Tremblez, tyrans, portant culotte, femme, notre jour est venu.
Point de pitié, mettons en note tous les torts du sexe barbu, tous les torts du sexe barbu. Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, vénusienne, debout, et lavons notre vieille injure. Liberté sur nos fronts, verse des chauds rayons. Tremblez, tremblez, Marie jaloux, restez au cotillon. L'homme se despote sauvage, du soin de proclamer ses droits. Créons des droits à notre usage ayons des lois, à notre usage ayons des lois. Si l'homme en l'an 93 eut soin de ne songer qu'à lui, travaillons pour nous aujourd'hui, faisons-nous une Marseillaise. Liberté sur nos fronts, verse des chauds rayons. Tremblez, tremblez, Marie jaloux, restez au cotillon. Voix, non? Je trouve que ça met de bonne humeur. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que demain, dans toute la France, seront organisées les marches contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, dans toute la France, organisées par nous toutes. Si vous y allez, je suis sûre que vous entendrez des extraits de la Marseillaise de Louise de Chaumont. Donc nous avançons un petit peu, évidemment. Donc là, je vous ai parlé du premier hymne féministe de 1848, mais évidemment, tout se joue, malgré tout, au XXe siècle. Sauf que notre prisme blanc et français, européen, nous amène souvent à croire que le féminisme en chanson commence surtout dans les années 60-70 avec des artistes qu'on connaît, voilà, qui sont blanches. Ce qui est très important si on raconte une histoire de la musique féministe, c'est aussi de raconter une histoire de la musique antiraciste et donc de rendre aux blueswomen ce qui appartient aux blueswomen. Bien avant les artistes blanches et féministes, des personnes comme Ma Rainey, Bessie Smith ou Lucille Bogan ont porté des textes qui étaient infiniment engagés. Et vous voyez sur mon image, par exemple, la pochette du disque Prove It On Me Blues, donc de Ma Rainey. Et donc, bah oui, c'est grand, donc vous voyez bien. En fait, vous la voyez à gauche dans le groupe de femmes qui est habillée avec une cravate, un chapeau, un gilet et une veste d'homme. Et justement, le titre, Prove It On Me Blues, c'est justement parce que derrière, elle nargue un policier. Et en fait, la chanson raconte ah bon, je suis lesbienne, je m'habille en homme, bah venez, prouvez-le-moi. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est un titre qu'elle a écrit et enregistré en 1928, où elle assume vraiment complètement son attirance pour les femmes. Et c'est sacrément audacieux à une époque où cette orientation sexuelle homosexuelle est considérée comme un crime. Petit rappel, la dépénalisation de l'homosexualité date de 2003 aux États-Unis. Mais donc, voilà, notamment sur les sujets LGBT, il faut savoir que ces blueswomen, au tout début du XXe siècle, n'hésitent pas à porter des textes aussi engagés. Dans un livre que Angela Davis, qui est une grande militante antiraciste et féministe, a écrit au sujet de Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday, Angela Davis écrit au sujet de Prove It On Me Blues que ce titre montre dans quelle mesure les blueswomen iconoclastes des années 1920 furent les pionnières des mouvements historiques ultérieurs. Peu de temps avant Ma Rainey, on avait Lucille Bogan qui a écrit notamment « Women won't need no men », donc les femmes n'auront besoin d'aucun homme, en 1927. Je vous invite vraiment à écouter ces chansons-là, elles sont remarquables.
Bessie Smith, donc, que vous voyez au-dessus, l'impératrice du blues. Alors évidemment, elles avaient toutes leurs surnoms qui ont vraiment la classe. Elle écrivait sur le non-mariage, la volonté des femmes de ne pas se marier, le Young Woman Blues, donc le blues de la jeune femme qui revendique son statut de célibataire bien avant Bridget Jones. Enfin, je dis ça, mais Bridget Jones ne revendique pas, elle cherche l'amour. Et donc, on a celle-ci et le petit quiz. Connaissez, parce que c'est une conférence interactive. Hein. Est-ce que vous connaissez cette femme? La bonne réponse a été donnée par un homme, je crois. Eh bien oui, tout à fait. Sister Rosetta Tharpe, à qui, entre les deux slides, vous verrez, j'ai ajouté une couronne. Elle est surnommée donc la marraine du rock. Elle naît en 1915 à Cotton Plant en Arkansas. Ses parents ramassent le coton et font partie de l'Église de Dieu en Christ. C'est une communauté religieuse qui est tournée vers le chant gospel et la danse. Et très tôt, sa voix est remarquée au sein de sa troupe évangélique. Et la petite Rosetta accompagne sa mère dans le sud des États-Unis en tournée. Immédiatement, elle est repérée parce qu'elle est très douée pour la guitare. À l'âge de 23 ans, elle enregistre 4 morceaux qui lui permettent d'accéder au succès. Et donc, le titre de l'un d'eux est « Rock Me », paru en 1944. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la musique qu'on a un titre qui utilise cette expression, qui est une métaphore sexuelle. En 1922, donc 22 ans plus tôt, une certaine Trixie Smith chantait déjà « My man rocks me with one steady roll ». Donc, on se rend compte que ce sont 2 femmes qui popularisent le terme rock, l'expression. Et côté son, Rosetta Tharpe est celle qui, parmi les premières, mêle rapidement au gospel des influences blues, jazz, swing et surtout, qui remplace la guitare sèche par une guitare électrique. Voilà, je me suis amusée, parce que très souvent, quand on se demande qui est à l'origine du rock'n'roll, on me cite ces hommes-là, donc Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, évidemment, et Elvis Presley. Mais j'en viens justement à l'autre partie de la devinette, qui est justement le souci de l'histoire de la musique qui nous est traditionnellement racontée, c'est que donc elle se place du point de vue des hommes et elle se place du point de vue des personnes blanches. Tant et si bien que si je vous demande, à votre avis, quand est-ce que l'inventrice du rock'n'roll est entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame, si je vous donne pour indice que Elvis y était en 1986, selon vous, quand est-ce que Rosetta a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame? Malheureusement, vous y êtes presque, en 2018. Donc voilà, les faits parlent d'eux-mêmes, c'est un scandale. Mais heureusement, aujourd'hui, quand même, c'est une figure qui est réhabilitée, dont on raconte l'histoire sur scène, dans des podcasts. Mais voilà, c'est vraiment pour faire prendre conscience que cette histoire-là a toujours placé avant les femmes, les hommes, et avant les personnes noires, les personnes blanches, sachant que la musique blanche doit tout à la musique des Afro-Américains, globalement. Pour lui rendre hommage, je vous propose qu'on écoute un tout petit extrait de Didn't It Rain. Vous vous rendrez compte quand même qu'elle est incroyable, cette Sister Rosetta Tharpe. You know it didn't it? Oh, yes, how it rained. I said it rained, children. Rain, oh yes. Ces vidéos sont vraiment disponibles sur YouTube, je vous invite à les voir, elle est incroyable. Alors, Sister Rosetta Tharpe est entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame seulement en 2018, mais est-ce que vous savez... Heureusement, quand même, un petit peu avant elle, une femme l'avait déjà intégrée. À votre avis, qui est la première femme à avoir intégré le Rock'n'Roll Hall of Fame en 1987, donc 1 an après Elvis Presley? Tout à fait. Nous avons un grand gagnant. Aretha Franklin, qui est la première femme à avoir intégré le Rock'n'Roll Hall of Fame en 1987. Donc
Enfin, très rapidement, non, pas très rapidement. Donc, Aretha Franklin naît à Memphis en 1942, dans une famille très modeste. Elle n'a, alors les chiffres qui suivent ne sont pas très réjouissants, mais que 6 ans quand sa mère quitte le domicile, 10 ans quand elle perd sa maman qui décède brutalement, et à peine plus quand elle est victime d'un viol par un proche de sa famille, et elle donne naissance à son premier enfant à 12 ans. Le parcours d'Aretha Franklin est vraiment à l'image de ce que beaucoup de femmes artistes ont subi. Ce qui lui permet de, entre guillemets, sublimer tout ce qu'elle a vécu, son enfance absolument atroce, c'est qu'à 16 ans, elle accompagne Martin Luther King pour chanter lors de sa tournée. Elle annonce ensuite à son père qu'elle ambitionne de faire carrière dans la musique populaire et non plus dans le gospel. Elle obtient son premier disque d'or ensuite avec I Never Loved a Man, The Way I Love You, dans lequel elle déclare son amour à un homme qui ne la mérite pas, ce qui ça aussi est très fréquent. Avec le succès de cet album, c'est justement un moment où elle prend le pouvoir sur sa carrière, puisque désormais c'est elle qui va choisir les titres de son répertoire, qui les arrange, c'est elle qui va manager ses choristes, donc c'est vraiment l'une des grandes artistes à s'imposer dans ce milieu musical très masculin. Et ce qui est particulièrement intéressant avec elle, c'est que justement elle est une figure de cette lutte intersectionnelle entre le féminisme et l'antiracisme, puisqu'elle a plusieurs exemples de ce que j'appelle des chansons intersections, donc des chansons à double sens qu'on peut tout à fait écouter d'un point de vue féministe, comme si elle parlait des violences faites aux femmes et du respect, je vous spoil un petit peu, qu'on réclame aux hommes. Et à la fois, ce sont aussi de grands hymnes antiracistes, puisqu'ils peuvent faire écho à toutes les formes de discrimination. Ce que j'aime bien comme anecdote, c'est celle-ci que j'ai choisi de vous raconter, c'est justement par rapport à la chanson Respect. Tout le monde ne le sait pas, mais à l'origine, ce qui est aujourd'hui un grand hymne féministe, était une chanson chantée par Otis Redding, et donc qu'il chantait d'un point de vue masculin. Donc aujourd'hui, on trouve que c'est incroyable, parce qu'en plus, elle est assez audacieuse dans le texte, cette chanson, puisqu'elle dit quand tu rentres à la maison, je veux que tu me respectes. Et c'est elle, d'ailleurs, Aretha, qui a l'idée d'épeler le mot R-E-S-P-C-T pour vraiment que les mecs comprennent bien. Il y a aussi un moment dans les chœurs où elle lui dit, où elle dit en tout cas aux hommes, prouvez-nous ce que vous valez à l'horizontale. Donc c'est vraiment une chanson très audacieuse. Et là, vous allez voir, on va écouter un court extrait de la version chantée par Otis Redding. Alors là, c'est sûr que c'est une autre ambiance quand c'est l'homme qui disait « Je veux que tu me respectes quand je rentre à la maison, c'est moi qui ramène l'argent ». Donc cette chanson a un destin assez surprenant. Ah oui, bon, l'extrait était très court. Mais c'est parce que c'est le pire moment, quoi. C'est vraiment le moment où ça valait le coup d'inverser le genre. Donc, autre passage on va se concentrer un petit peu sur les années 60-70 qui, malgré tout, sont assez décisives dans cette histoire féministe de la musique, puisqu'elles accompagnent la deuxième vague féministe. Comme je pense que ce soir, tout le monde n'est pas forcément à égalité sur sa connaissance du féminisme, un petit point pour que ce soit clair. Globalement, vous pouvez retenir que les femmes n'ont jamais cessé de se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour leurs droits, pour le lapsus. Cependant, on distingue traditionnellement plusieurs vagues du féminisme. La première débute dans les années 1850. C'est donc dans ce mouvement-là que voit le jour la Marseillaise des Cotillons. Des années 1850 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se focalise essentiellement sur l'obtention du droit de vote, sur vraiment les besoins les plus primaires quand on parle d'égalité. Et donc la deuxième vague commence dans les années 60 et se concentre ensuite sur le droit pour les femmes à disposer de leur corps. Donc ça va être évidemment la lutte pour avoir accès à la contraception, pour avoir accès à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Ensuite, on aura une troisième vague féministe dans les années 80-90, donc où là justement on prône un féminisme plus intersectionnel, donc qui ne se limite pas aux femmes blanches, bourgeoises, hétérosexuelles, où vraiment il va y avoir aussi un bouillonnement sur toutes les questions LGBT. Et puis la quatrième vague, dans laquelle nous sommes en train
de nager actuellement, voire parfois de nous noyer un petit peu. Depuis les années 2010, un féminisme qui passe aussi beaucoup par le numérique, évidemment, avec le mouvement MeToo, le hashtag Balance ton porc, enfin des choses que vous devez quand même avoir bien vues autour de vous depuis quelques années. Et donc, ce qui est intéressant dans les années 60-70, c'est que ces sujets féministes deviennent des sujets de chansons. Et donc, notamment, l'accès à la pilule contraceptive. Et là, normalement, je suis censée vous surprendre en vous montrant cette personne, qui est Sœur Dominique. J'ai essayé de vous trouver quand même des petites anecdotes qu'on raconte pas très souvent. Vous la connaissez évidemment pour la chanson Dominique, pour son tube. Mais sachez qu'elle a écrit et largement défendu une chanson qui s'appelle La pilule d'or, dans laquelle elle défend l'accès à la contraception. Je vous lis un petit extrait, je ne vous le fais pas écouter. « La biologie a fait un nouveau pas. Seigneur, je rends grâce à toi. On a compris que la progéniture doit être fruit d'amour et non d'aventure. » Il faut savoir que cette chanson, La pilule d'or, lui vaut l'annulation de plusieurs concerts lors de sa tournée canadienne. Mais bon, ensuite, la pilule est légalisée dans l'Hexagone grâce à la loi de 1968, mais les Américaines attendent 1972 pour qu'elle ne soit plus uniquement réservée aux femmes mariées. Et cette année-là, donc justement de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons une star de la country qui s'appelle Loretta Lynn, qui enregistre The Pill, donc la pilule, mais son label refuse de publier le morceau. Et à sa sortie, donc en 1975, la diffusion de la chanson est interdite par une 60aine de stations radio. Mais malgré tout, elle a raconté en interview qu'un médecin de campagne l'a remerciée pour cette chanson qui lui permettait d'informer les femmes des zones rurales et de faire plus pour elles que tous les programmes gouvernementaux réunis. Je trouve que cette anecdote est intéressante parce que justement, elle démontre le pouvoir des chansons pour rendre accessible cette connaissance à toutes les femmes. Entre elles, vous découvrez Lesley Gore. Donc elle, c'est intéressant. On est en 1963, donc on refait un petit pas en arrière, mais il faut savoir qu'elle n'a que 16 ans au moment où elle marque l'histoire justement de la musique féministe avec sa chanson « You Don't Own Me », dont elle n'écrit pas le texte, mais qu'elle interprète avec force et que nous allons écouter. Mais voilà, il faut quand même avoir en tête que c'est une jeune fille, donc c'était la Laurie, la Alizée de l'époque aux États-Unis dans les années 60, qui chante dans le refrain « Ne me dis pas ce que je dois faire, ne me dis pas ce que je dois dire, et quand je sors avec toi, ne me prends pas pour ton trophée ». Donc c'est quand même une sacrée avancée. On a toujours envie d'écouter plus. Et donc, de notre côté de l'Atlantique, sensiblement à la même époque, nous avons la grande, l'immense Anne Sylvestre, donc qui, elle, écrit, compose, interprète et qui décide même de créer sa propre maison de disques. C'est notre fierté nationale. Et donc, qui, en interview, disait notamment « Depuis des siècles, la plupart des chansons chantées par les femmes étaient écrites par des hommes. Puisque de toute façon, c'est bien connu, les femmes n'ont pas de tête, elles n'écrivent pas. Ça a donné tout un nombre de chansons, toujours sur les mêmes sujets, et ça manquait beaucoup de chansons pour que les femmes et les filles s'identifient. » Elle, Anne Sylvestre, l'a toujours affirmé, elle est féministe et elle l'a toujours été, et pourtant elle détestait le qualificatif de chanteuse engagée. Elle a même écrit une chanson qui s'appelle « Chanson dégagée », que je vous conseille d'écouter, qui date de 1968. Évidemment, toute sa discographie mérite vraiment d'être découverte. Ce qui est dingue, c'est que personnellement, je la connaissais depuis toute petite parce que j'écoutais ses chansons pour les enfants, ses chansons enfantines, notamment « J'en veux pas si c'est pas des nouilles », mon hit. Mais c'est que justement, c'est assez symptomatique de la façon dont l'histoire de la musique nous a été racontée, c'est qu'elle a été très longtemps, trop longtemps, réduite à ces chansons pour les enfants. Et c'est depuis, malheureusement, sa disparition, parce que là, toutes ces dernières années-là, il y a vraiment
une grande réapparition des mouvements militants féministes, et notamment chez les plus jeunes, qu'on ressort cette œuvre qui est tellement riche et dans laquelle elle disait déjà tout, elle traitait de tous les sujets du féminisme. Si on doit citer seulement quelques titres, évidemment, Non, tu n'as pas de nom, qui est paru sur son 10e album en 1974, un an avant la loi Simone Veil qui dépénalise l'avortement en France. Et c'est une chanson sur l'avortement, mais elle disait que c'était une chanson sur le choix. Elle disait « pouvoir ou pas, vouloir ou pas que cette vie existe ». Et ce qu'elle raconte, qui fait assez écho à ce que j'expliquais avant au sujet de Loretta Lynn, c'est qu'elle avait eu beaucoup de témoignages suite à cette chanson qui étaient utilisés dans les plannings familiaux. Et elle disait « bah oui, il y avait matière ». Mais c'est dire à quel point l'éducation était inexistante sur ces sujets et comme on pouvait utiliser des chansons de façon pédagogique. Et donc elle signe un nombre incalculable de chansons très puissantes, parmi lesquelles Une sorcière comme les autres ou La faute à Ève, qui est très drôle, qui ironise sur l'antiféminisme de la religion catholique, référence à l'extrait que je vous avais donné de l'Ancien Testament. Des chansons moins connues mais qui valent vraiment le détour, par exemple Douce maison, qui est une métaphore bouleversante sur le viol, Rose, qui met la lumière sur la solitude des mères adolescentes, et La vaisselle, sur la charge mentale domestique, qui là aussi est un concept dont on a l'impression que c'est très récent, mais non, elle était déjà là il y a des décennies pour nous en parler. Et donc nous en arrivons évidemment aux années 1970, et donc là je vous ai mis une petite photo d'archives du mouvement de libération des femmes. Et donc évidemment, l'histoire de l'hymne des femmes qui voit le jour au printemps 1971, quand une dizaine de membres du MLF se réunissent dans l'appartement de l'une des fondatrices, Monique Wittig, à savoir qu'avant chaque manif, elles inventaient des chansons. Et donc ce jour-là, c'est José Contrera qui a l'idée de reprendre la mélodie du Chant des Marais, le Chant des Marais qui a été composé en 1933 par des prisonniers politiques allemands, pour créer l'hymne des femmes. Mais elles coécrivent toutes les paroles. Donc évidemment, l'extrait le plus connu, c'est celui que je vous ai inscrit. « Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». Et là, le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est justement le fait que cet hymne-là, qui est l'un des plus grands hymnes féministes, pour autant peut être questionné, et notamment par les militantes antiracistes, puisque, notamment dans le premier couplet de la chanson, il y a toute une analogie entre les femmes et l'esclavage, puisque ça commence le premier couplet par « Nous sommes le continent noir », donc qui est une référence à la psychanalyse et à Freud, mais qui participe à la construction d'une analogie donc, entre les femmes et les personnes noires. Et ça, c'est très critiqué aujourd'hui par le black feminism. Et dans le refrain, il y a cette métaphore qui est « Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout ». Aujourd'hui, selon les endroits où vous manifestez, souvent ce passage-là est réécrit. La réécriture la plus commune, c'est au lieu de dire « Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves », écrivons nos histoires, écrivons notre histoire, construisons nos espoirs, debout, debout, debout. Il n'y a pas de perte de sens, ça sonne très bien, et voilà, ça permet au moins de ne pas créer cette analogie malheureuse. Je vous propose qu'on écoute, qu'on regarde et qu'on écoute un extrait justement par le mouvement des Rosies, qui chante une version réécrite de l'hymne des femmes. Pardon. Je pensais que c'était plus long, parce que justement, ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est qu'elle parle de MeToo. Enfin, c'est vraiment une version qui est très, très réactualisée de l'hymne des femmes. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est aussi de montrer que si on re-questionne des œuvres qui appartiennent au passé, sans évidemment les annuler et empêcher qu'on les écoute, on peut parfois aussi s'autoriser à retravailler certains passages ou faire quelques coupes et voilà, proposer des réécritures qui permettent à tout le monde de se sentir aligné avec le texte. Alors, nous arrivons déjà aux années 80,
là titré « Les chanteuses face aux hommes dans les années 1980 ». Bon, à savoir évidemment que dans mon livre, je vais beaucoup plus loin sur tous ces sujets-là. Et il y a, le chapitre moi, commence par un sous-titre qui s'appelle « Paillettes et poudre aux yeux ». Pourquoi ? Parce que, j'ignore toutes vos dates de naissance, mais on a parfois la sensation que les années 80 sont une décennie plus féministe que les précédentes, et voilà, peut-être l'une des plus progressistes à l'échelle de l'histoire de la musique. Eh bien, la réponse est oui et non, pas du tout, quand on regarde de plus près. Donc là, je vous fais un petit avertissement. Les images qui suivent peuvent vous choquer. Je plaisante. Vous allez deviner. On va regarder un petit extrait. Femmes pilotes de long courrier, mes femmes à la tour contrôlée, galonnées jusqu'aux proches artères et aux stewards rouler des pelles, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. C'est sans doute le plus long extrait, en plus j'ai honte d'un seul coup. Je vous ai mis très peu d'hymnes des femmes, mais beaucoup plus de Michel Sardou. Ce qui est intéressant, faut que j'arrête de dire ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est évidemment, c'est pas évidemment pour le plaisir de défaire tout ce qui a été fait avant, mais c'est qu'en échangeant, moi en tant que journaliste, avec des femmes qui n'ont pas forcément mon âge ou même des hommes, j'ai reçu souvent les réponses suivantes. Qui sont qu'à l'époque, on avait l'impression que c'était une chanson féministe et que voilà, Michel Sardou allait dans le bon sens et que c'était presque un hommage qu'il faisait aux femmes. Et il en a ressorti une version 2.0 qui est terrible, qui est vraiment nulle, mais à l'occasion de laquelle il avait eu quand même pas mal d'interviews pour la promotion de son disque. Et lui continue à nous dire, et je cite, « Les féministes n'ont rien compris ». Et voilà, et à nous dire que c'était valorisant. C'est sûr que quand on revoit aujourd'hui les images, c'est absolument caricatural. Et le petit extrait que je mets en exergue ici est d'un sexisme crasse. C'est-à-dire que même quand on imagine les femmes à la présidence, l'objectif ce serait quoi ? De faire bander la France. Voilà, sachant que faire bander ces messieurs, c'est à peu près tout ce qu'on attend des femmes dans notre société, sans exagérer. Donc voilà, parfois ça a du bon de se dire que la chanson date de 1981. À la même époque, parce que vraiment dans les années 80, il y a de sacrées pépites, mais l'autre exemple qu'il est intéressant, je trouve, de regarder, ça date de 1984, et donc c'est Cookie Dingler, qui se hisse directement en deuxième place du top 50 avec Femmes libérées. Et donc, dans le même esprit que celle de Michel Sardou, c'est vraiment une chanson qui s'est imposée comme une photographie de la femme en 1980. Sa première ride lui fait du souci, le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort, même dans elle ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. C'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Bon voilà, la première ride, rentrer le ventre, etc. Les injonctions à la beauté, vous connaissez. Mais pourquoi j'aime bien cet exemple ? C'est que justement, tout le monde ne le sait pas, mais cette chanson a été écrite par une femme. Joëlle Kopf, qui est l'amie de Cookie Dingler, qui habite au-dessus de chez lui. Et donc, elle écrit ce texte sur une des compos de son voisin. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est aussi de se rappeler, quand on traite des sujets liés au sexisme et à l'égalité homme-femme, que évidemment ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on fait tout mal et parce qu'on est une femme qu'on fait tout bien. Et ce qui est intéressant, qui moi évidemment m'amène à avoir un regard quand même plus bienveillant sur Femmes libérées que sur Femmes des années 80, sur être une femme, c'est que Joëlle Kopf s'est exprimée en interview sur le sujet en disant que, oui, en fait, à cet instant-là, elle parle de sa vie, de la vie de ses copines. Et justement, c'est ça qui est dommage dans le monopole que les hommes avaient à cette époque dans le rôle d'interprète. C'est que je trouve que c'est une chanson qui aurait pu être beaucoup plus émouvante et plus intemporelle si elle avait été chantée par une femme à la première personne. Si une femme m'avait dit, avait chanté « Ne me laisse pas tomber, je suis si fragile, tu sais, être une femme libérée, c'est pas si facile », je trouve qu'elle aurait mieux vieilli. Et bien voilà, c'est elle, Joëlle Kopf, qui nous disait
Cette chanson raconte la difficulté pour une femme de s'exprimer à l'époque. Je pense que c'est ça, en fait, le fond du problème. Et puis aussi l'attachement et la tendresse qu'on a pour les mecs, ça c'est clair. C'était ça aussi le message, peu l'ont compris. Beaucoup de femmes l'ont compris. Donc voilà, c'est un exemple qui peut être un peu plus surprenant, mais donc je ne peux pas m'empêcher de penser que malgré tout, ça raconte vraiment quelque chose du sexisme de cette industrie. Parce que beaucoup de femmes ont été empêchées d'abord d'écrire leurs propres textes, de composer et ensuite de les présenter sur scène. La plupart du temps, c'est ce que disait Anne Sylvestre, les femmes chantaient ce qu'on voulait bien écrire pour elles. Et puis, c'est une conception qu'encore beaucoup d'hommes ont. Alors là, c'est un moment qui est un peu difficile pour moi dans cette conférence parce qu'on doit passer très très vite sur des personnes qui mériteraient chacune 1 heure de conférence. Mais évidemment, les années 80 nous amènent sur le devant de la scène des artistes qui ont vraiment œuvré pour la libération des femmes, la liberté sexuelle. Donc là, on a Madonna, Donna Summer, Patti Smith. La liberté aussi de s'habiller comme on veut, de se coiffer comme on veut, de montrer ses poils pour Patti Smith. C'est aussi tout un moment de l'histoire de la musique. Et là, comme je vous le disais, évidemment, il va me manquer plein de pans très importants de l'histoire dans cette conférence, mais qui se battent pour les droits LGBT. Donc, malgré tout, on peut dire merci aux années 80 pour tout ça. Et puis, évidemment, celle qui est une figure phare de l'époque, c'est Cyndi Lauper. Et ce qui est très intéressant, comme vous le voyez sur les photos, c'est qu'aujourd'hui, dans les manifs, partout dans le monde et à Paris, c'est un slogan. Donc, évidemment, sa chanson, c'est « Girl, just wanna have fun », mais qu'on retrouve sur les pancartes comme « corriger ». Et ça, pareil, quand on en discute, justement, si on corrige ce slogan, c'est pour dire c'est une incompréhension face à la chanson, parce qu'on a l'impression que cette chanson nous raconte quelque chose de léger. Les filles ne pensent qu'à s'amuser. Mais Cyndi Lauper, en interview, explique que ça n'a rien de léger. Elle, en fait, ce qu'elle raconte dans la chanson, c'est les filles veulent s'amuser, sortir en ayant les mêmes libertés que les garçons, sans être harcelées, sans être agressées. Donc, en fait, c'est une chanson, malgré le fait qu'elle soit très pop et très mainstream, qui est infiniment politique. Donc finalement, c'est presque un contresens, je trouve, sur les pancartes de venir la corriger en nous disant « fundamental human rights », donc les filles veulent juste avoir les droits humains fondamentaux, puisque si on tend l'oreille et qu'on écoute Cyndi Lauper quand elle en parle, c'est précisément ce que nous raconte la chanson. Et là, peut-être que vous l'ignorez, mais c'est une chanson qui a un destin similaire à celle de Aretha Franklin, « Respect », puisque à l'origine, Girl, Just Wanna Have Fun était écrite, composée et chantée par un homme qui s'appelle Robert Hazard. Et donc c'est vraiment comme ce qui s'est passé avec Otis Redding et Aretha. Cyndi Lauper féminise et revoile les paroles chantées par cet homme-là au masculin. Donc si vous connaissez le couplet, en fait là, le narrateur masculin dans la chanson d'origine dit bah oui, mon père m'appelle dans la nuit, il me dit bon mon garçon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et moi je lui dis j'aimerais bien me trouver une copine, mais tu sais mon pauvre papa, les filles elles sont inconséquentes, elles ne pensent qu'à s'amuser. Donc pour les personnes sensibles à cette expression, c'est un ouin-ouin dans la chanson d'origine. Et finalement, Cyndi Lauper repasse derrière et elle se dit cette chanson, elle a un sacré potentiel. Par contre, on va changer un petit peu les paroles. Ça en fait évidemment une chanson très puissante et d'autant plus puissante qu'elle nous donne envie de danser tout en s'engageant. Mais malgré tout, je vous laisserai rentrer en métro en l'écoutant. On va écouter un petit morceau de la chanson, de la version de Robert Hazard. C'est une version qui est chouette, mais beaucoup moins intéressante, c'est le mot du soir. Alors, on est passé vraiment très vite, pardonnez-moi pour les fans des années 80, sur ce passage-là, mais ce qu'ont en commun toutes ces artistes, et c'est pas vraiment joyeux, c'est que beaucoup d'entre elles ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Madonna l'a raconté, Cyndi Lauper l'a raconté. Mais justement, elles ont une parole qui est quand même bien plus libérée, en tout cas
publiquement que leurs aînés, et elles refusent d'être des femmes d'eux, des fans d'eux, et elles refusent surtout d'être réduites au statut de muse. On en arrive donc à un petit pas de côté sur notre progression chronologique, et donc à mon titre, ni muse ni groupie. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, avant ce soir, pourquoi les mots muse et groupie n'ont-ils pas d'équivalent masculin? Et donc, qu'est-ce que ça raconte de notre société, le fait que les mots mêmes, donc les concepts mêmes d'un muse et d'un groupie n'existent pas? Donc, je vous propose qu'on voit un petit peu en ce qui concerne le mot muse, d'où ça vient. Donc, je vous ai mis un extrait en fait de Platon dans Ion, qui écrit que chacun n'est capable de composer avec succès que dans le genre où il est poussé par la muse. À travers ce dialogue, donc le philosophe Platon théorise le mythe de l'inspiration. Donc ce mythe de l'inspiration nous raconte que, en gros, il y aurait 9 muses que vous voyez en dessous, donc des muses spécialisées en histoire, en astronomie, en musique, en poésie, qui ont pour mission d'aider les hommes en panne d'idées. Donc c'est un concept qui est daté, mais dont la dimension sexiste perdure. Si vous vous promenez sur Wikipédia, vous pouvez remarquer que Jeanne Duval, donc qu'on voit en bas à gauche, qui a inspiré notamment à Baudelaire sa Vénus noire et qui a été sa maîtresse, est présentée comme suit: muse du poète français Charles Baudelaire. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune autre fonction dans la vie que d'être muse du poète français Charles Baudelaire. Le même sort est réservé donc à droite à Marianne Hillen, qui elle est présentée comme une Norvégienne connue comme muse et compagne de Leonard Cohen. Et les exemples de ce genre ne manquent pas dans l'histoire de la musique. Donc là, vous avez Marianne Faithfull. Mais aujourd'hui, voilà, quand récemment Jane Birkin est décédée, on l'a présentée comme la muse de Gainsbourg. On nous parle encore de Marianne Faithfull, donc comme la muse de Mick Jagger. Nico comme celle de Lou Reed. France Gall comme celle de Berger. Yoko Ono, celle de John Lennon. Voilà. Le gros souci, c'est qu'évidemment, quand on les présente comme des muses, on ne les présente toujours pas comme des artistes à part entière. Et il y a chez la muse, comme dans la figure de la sirène dont je vous parlais en introduction, une dimension séductrice et charmeuse qui repose évidemment sur des stéréotypes qui sont très genrés, qui nous ramènent inlassablement au mythe de Pygmalion. Donc ça, c'est comme on le rappelait avant ma prise de parole, j'ai écrit un livre qui s'appelle En relisant Gainsbourg, qui est un livre à la gloire de Gainsbourg. On pourrait en parler après. Mais Gainsbourg, c'est sans doute vraiment l'homme qui est le plus présenté comme un Pygmalion, qui a façonné les artistes féminines qui ont croisé son chemin. Et donc, Pygmalion, pour aller très vite, vous le voyez à gauche. À gauche, c'était... Donc un sculpteur qui a créé une statue, Galatée, dont il tombe amoureux et à qui il demande à la déesse Aphrodite de lui donner vie. Et donc par antonomase, un Pygmalion, c'est une personne qui en façonne une autre afin qu'elle accède au succès. Quand on nous parle donc par exemple de Gainsbourg en tant que Pygmalion et de Jane Birkin comme une muse, moi je m'oppose absolument en fait à cet imaginaire-là parce que les femmes ne sont pas condamnées à être des Galatées et les hommes ne sont pas systématiquement des Pygmalions. Et quand on prend leur exemple, j'explique très souvent comme Jane Birkin a elle aussi façonné Serge Gainsbourg et comment France Gall lui a permis aussi de devenir la star qu'il est devenu. Donc voilà, il est temps qu'on inverse un petit peu nos points de vue et qu'on réhabilite les Pygmalionnes. Et je vous avais noté, pour résumer la problématique, que globalement dans l'histoire de l'art, on considère que les hommes créent et les femmes procréent. C'est facile à retenir. Et donc, si on déplace notre analyse des créatrices de musique aux auditrices, est-ce que c'est mieux ? Eh bien, non. Les hommes peuvent-ils être des groupies ? Voilà. Quand on l'écrit comme ça, d'ailleurs, on se dit que ce serait tout à fait possible d'être un petit peu plus inclusif. Là, je me suis amusée, voilà. Attention, ne surtout pas confondre. Vous avez deux foules en délire, sauf qu'à gauche, elles sont hystériques, et à droite, c'est tout à fait légitime qu'ils expriment leurs émotions comme ça, très très fort. Donc voilà, les hommes, en fait, non, dans notre imaginaire, les hommes ne sont pas des groupies, ils sont des fans, des supporters, des connaisseurs, des amateurs, des mélomanes, mais ce n'est que la groupie qui est systématiquement associée à l'adjectif
hystérique. Et j'aime beaucoup cette citation issue de mon livre de la journaliste Sophie Rosemont, qui résume ainsi « Un groupe de filles fans de musique, c'est des groupies. Un groupe de mecs, c'est des passionnés. » Voilà. Et donc, évidemment, si on parle de groupies, et qu'en plus on reste dans les années 80, vous devez sans doute penser à la fameuse chanson « La groupie du pianiste » de Michel Berger, dont je vous propose d'écouter un petit extrait, attentivement. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie, tout simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la groupie du pianiste. Moi, j'aime beaucoup retranscrire, donc ça je l'ai beaucoup fait avec Gainsbourg, mais d'une manière générale, j'aime beaucoup retranscrire et lire les textes de chansons sans la musique, pour justement me libérer de cette partie d'affect et de groove qui me donne envie de remuer et d'être un peu moins attentive. Et je me suis amusée à inverser le genre de plusieurs textes de chansons, et donc notamment la groupie du pianiste, en imaginant ce que ça donnerait le groupie du pianiste de Michel Berger. Et là, sur l'extrait que nous venons d'écouter, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, quand le concert est terminé, il met ses mains sur le clavier en rêvant qu'elle va l'emmener, passer le reste de sa vie, tout simplement à l'écouter. Il sait comprendre sa musique, il sait oublier qu'il existe, le groupie de la pianiste. Et quand j'ai inversé le genre à l'échelle de toute la chanson, je me suis dit, purée, il sait oublier qu'il existe. Bah, ça m'a drôlement interpellée quand le « il » remplace le « elle », alors que mes oreilles sont complètement habituées à entendre l'inverse depuis 1992, on va dire, depuis que j'ai l'âge de comprendre un petit peu. Mais voilà, c'est, je trouve, surprenant de prendre conscience du fait à quel point c'est difficile de se représenter en fait, dans notre imaginaire, cet homme groupie qui rêve de la vie d'artiste sans pouvoir y accéder, et cet homme qui sait rester là sans rien dire. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Nous arrivons aux années 90-2000, donc quand je débarque sur Terre, très égocentré. Et donc, alors là, pareil, je vous prie de m'excuser, on va aller extrêmement vite sur une partie de l'histoire qui est passionnante et qui pourrait être résumée à elle seule par cette phrase de Courtney Love « Je veux que toutes les filles du monde prennent une guitare et se mettent à crier ». Donc Courtney Love arrive en même temps que la troisième vague féministe que j'évoquais tout à l'heure. Et elle déclare ça donc en 1991 à la sortie de son premier album Pretty on the Inside avec son groupe Hall. Et elle n'en pouvait plus, puis de toute façon elle était archi-rebelle, du rock servi par les hommes blancs, et elle infuse toute sa rage et sa vulnérabilité dans ce qu'on appelle ensuite le chic rock, donc le rock de meuf, et elle devient la reine du grunge. À ce moment-là, c'est vraiment tout un mouvement qui est en ébullition, qui est le girl power. On a des groupes donc, qui débarquent comme Bikini Kill, avec Toby Veil et Kathleen Hanna, qui supportent plus le sexisme qui s'exerce dans leur milieu de prédilection, le punk rock. Assez souvent, il y a plusieurs destins de groupes qui ont suivi la même trajectoire. Ce sont des filles qui lancent d'abord leur fanzine, mais qui et donc je l'ai mis à gauche, le premier fanzine de Bikini Kill avec Girl Power en majuscule sur la couverture, mais elles comprennent rapidement que le meilleur moyen de faire passer leur message, c'est pas forcément de les faire lire, mais de les faire entendre. Donc c'est aussi ce qui les motive à aller sur scène et à faire de la musique. Et en octobre 1990, elles s'associent avec Billy Karen et Cathy Wilcox pour former donc le groupe Bikini Kill. C'est des chansons, il y en a des dizaines d'exemples à citer, mais qui sont bien plus dans ce qu'on appelle, et petit clin d'œil si jamais vous étiez là, à une conférence précédente sur le female rage, donc la rage féminine. Et là, on met vraiment les pieds dans le plat. Avec les Bikini Kill, on a des chansons sur l'inceste, sur le viol, c'est archi-punk, qui est très libérateur. Sur cette slide, vous voyez aussi donc... les Bratmobile, donc Alison Wolfe et Molly Newman, qui ont une trajectoire parallèle à celle de Bikini Kill, puisqu'elles lancent d'abord leur fanzine, Girl Jams, et montent leur groupe Bratmobile aux côtés d'Erin Smith. Et puis, il y a d'autres bands de l'époque, donc les Huggy Bear, Jack of Jill, qui forment le mouvement musical et politique, les Riot Girls. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle plus.
Riot Girl, donc en référence d'abord à l'expression Girl Riot, donc émeute de filles, et évidemment au grr, qui est l'onomatopée du grognement, pour exprimer leur colère. Un petit peu plus mainstream, mais je ne voulais pas qu'on la mette de côté. Gwen Stefani, dont vous connaissez sans doute le nom et le groupe, No Doubt. Elle, à ce moment-là, donc évidemment, il y a la ballade culte Don't Speak, mais sur le même album, elle signe seule un titre que je considère comme l'un des grands hymnes féministes aussi, qui est Just a Girl, et qui est le premier titre classé du groupe aux États-Unis. Ce n'est pas Don't Speak. Et là où justement le texte est très, très engagé, très politique, et globalement se résume par le refrain dans lequel elle dit tout ça, ça arrive parce que je ne suis qu'une fille et je préférerais ne pas l'être. On s'écoute un petit extrait. Trop frustrant. La prochaine fois, on fait une version karaoké. Et donc, évidemment, dans les années 90, il y a ces destins... Enfin, elle, par exemple, son destin sur cette chanson un peu solo, mais on a évidemment d'autres bands qui débarquent après les punks, qui sont les girls bands. Donc là, vous voyez, je vous ai même pas fait l'offense de les nommer. C'est les Spice Girls, les Destiny's Child et la fierté nationale, les L5. On pourrait faire une conférence sur chacune d'elles. Ce qui m'intéresse, c'est cette deuxième partie. Girl power ou pas ? Parce que, justement, avec l'arrivée des girls band, on se rend compte que c'est aussi l'invasion du capitalisme par rapport au Bikini Kill, au Bratmobile. On se dit que cette idée du girl power, c'est pas mal, que ça rapporte de l'argent, et donc on investit beaucoup sur ces bandes de filles avec des produits dérivés. Moi, je me rappelle que j'avais le parfum, le déodorant, les tout, Spice Girl, j'étais complètement fan. Et évidemment, ce qui est questionné, c'est la sincérité qui se cache derrière ce genre de formation. On parle aujourd'hui de féminisme washing, donc d'utiliser les combats féministes pour faire bien et pour faire vendre. Moi, quand on m'interroge sur la sincérité du féminisme de groupes comme ceux-là, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce sont des girls bands qui ont donné de la force et du pouvoir à des générations et des générations de filles. Ce qui est intéressant avec les Spice Girls, par exemple, c'est qu'à l'époque donc, de leur immense succès, la BBC surnommait la génération de fans des Spice Girls les can-do girls, donc les filles qui peuvent. Et quand elles ont connu leur plus gros stade de succès, il y avait une étude qui avait montré que les filles de cette époque avaient obtenu de meilleurs résultats au bac que les garçons. Et on attribuait ces chiffres-là au succès des Spice Girls, donc c'est quand même dire à quel point elles nous ont donné de la force. Remercions-les. Ah, flûte, je vous ai un petit peu spoilé. On revient en arrière. Et donc, moi, je me suis amusée, là, pour le coup, dans mon livre, à tester justement le niveau de sexisme de ces différents groupes et de ces œuvres-là. Et j'ai fait passer le test de Bechdel au Destiny's Child. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le test de Bechdel, d'Alison Bechdel, qui l'a mis en place en 1985. Et en fait, c'est un test qui permet d'évaluer le sexisme d'une œuvre de fiction. Alors, elle, c'est plus par rapport au cinéma, mais en se posant 3 questions. Est-ce que dans le film, il y a 2 personnages féminins, enfin plus de 2 personnages féminins, qui portent des prénoms, enfin des noms qui sont nommés ? Est-ce que ces femmes se parlent entre elles ? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un mec ? Bon, alors les 2 premiers indicateurs, plus de 2 personnages féminins et qui ont un nom, évidemment. Donc j'ai gardé le dernier. Est-ce qu'elles parlent d'autre chose que des hommes dans leurs chansons ? Donc voilà, les résultats de l'enquête sont tombés. Oui, les Destiny's Child sont sexistes, puisque en faisant passer le test à leurs 30 plus grandes chansons, figurez-vous qu'il n'y en a qu'une qui passe le test de Bechdel. Et là, c'est assez surprenant parce que celle qui le passe, c'est Survivor.
On ne va pas regarder d'extrait, mais la plupart du temps, les gens sont très surpris. Et je l'ai été la première parce que c'est une chanson, c'est l'une de leurs plus connues, mais où en gros, elle dit je suis une survivor, je vais m'en sortir sans toi, ça va mieux aller. Et on a toutes et tous eu l'impression qu'elle parlait d'un ex et qu'elle lui disait voilà, tu m'as laissé, je vais m'en remettre. Et en fait, pas du tout. C'était une chanson que Beyoncé écrit quand d'anciennes membres du groupe sont partis. Et en fait, dans la presse aux États-Unis, on se moquait d'elle, justement, en parlant de l'émission de télé-réalité Survivor, qui nous a donné Koh-Lanta chez nous. Et donc, on disait, chez les Destiny's Child, on se croirait dans Survivor, parce qu'il y a des membres qui sont éliminés de la tribu, quoi, et la sentence est irrévocable. Il n'y avait pas Denis Brognard à l'époque, mais ça donnait quelque chose comme ça. Nous arrivons déjà à l'avènement de la chanson féministe, donc des années 2010 à nos jours. C'est vrai que dans mon livre, les Destiny's Child en prennent pour leur grade, mais je les aime beaucoup. Évidemment, dans les années 2010, c'est Beyoncé, sans doute l'une des premières qui s'impose comme une grande figure contemporaine, féministe et antiraciste. Elle devient, vraiment dans les années 2010, une icône féministe déclarée. En 2013, elle sort son album Flawless, et justement, durant sa tournée, on retrouve ce mot féministe en gigantesque derrière elle, et en fait, c'est quasiment une première. Et évidemment, alors elle est accusée de ne pas être sincère, c'est un féminisme en plus très américain, où globalement, elle dit qu'elle paye elle-même ses diamants et tout, donc c'est quelque chose de très matérialiste, mais mine de rien, sur scène et sur son album en 2013, elle fait entendre la voix de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui a écrit, dont elle reprend le discours « Nous sommes toutes des féministes », et ce n'est pas rien. C'est-à-dire que vraiment, quelques années avant MeToo, elle popularise et elle rend mainstream le concept même du féminisme, et pour les nouvelles générations, ça a vraiment changé la donne. Alors là, je vous ai fait une toute petite sélection, mais ce qui est sûr, c'est ce dont on peut se réjouir, c'est que depuis une grosse dizaine d'années, on a de plus en plus d'artistes qui sont engagés, aussi grâce, entre guillemets, à l'élan MeToo. Donc on est en pleine 4e vague du féminisme. Et là, notamment, vous voyez, je vous laisse les découvrir, mais c'est vrai que assez récemment, on a une chanteuse comme Suzanne qui a écrit une chanson qui s'appelle « Je t'accuse », où on ne peut pas être plus explicite, justement, sur les revendications et la mise en lumière du problème des violences sexuelles. Et puis là, actuellement, on a une artiste comme Théodora, donc à gauche, qui est une franco-congolaise de 22 ans et qui s'impose vraiment comme une grosse star actuelle de la musique, et qui, elle, a créé toute sa direction artistique autour de l'expression « boss lady ». Donc c'est vraiment en fait des femmes là, qui sont là et qui n'ont plus l'intention de bouger, et surtout ce qui est différent par rapport à la plupart des artistes féminines avant elles, c'est qu'aujourd'hui elles sont aux manettes de leur carrière. C'est elles, peut-être qu'elles écrivent pas tout toutes seules, mais en tout cas elles écrivent, elles composent, elles produisent, c'est elles qui décident comment elles s'habillent. On n'est plus du tout sur des modèles à la Lio dans les années 80 où on leur dictait que dire et quoi faire. On peut donc avoir l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont là, qu'on les entend beaucoup à la radio, que les choses ont changé, que les fleurs ont fané. Pardon pour ma petite... C'était pas écrit, je viens de l'improviser. J'ai honte. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Je suis désolée parce que donc là c'est un petit peu tristoun, parce que j'aurais aimé vous dire que les choses ont changé, mais pas du tout, malheureusement. Là, très récemment, il y a eu donc ce classement du Syndicat national de l'édition phonographique qui est paru, le classement des 100 chansons les plus écoutées l'année dernière, donc en 2024. J'arrive. Et donc, sur les 100 chansons les plus écoutées, il y en a encore 77 qui sont interprétées par des hommes, 6 qui sont interprétées par un homme et une femme, et donc seulement 17 sur 100 qui sont interprétées par des femmes seules. D'autres chiffres qui sont importants, ce sont les derniers chiffres dont on dispose donc directement du ministère de la Culture. Seulement 14% de femmes programmées dans les festivals de musique actuels et 22% de femmes programmées dans les festivals de musique classique. Bon, évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres chiffres dans mon livre, mais en ligne très accessible, vous verrez que
on est encore très très loin de la parité. En fait, là, les festivals, musique actuelle, musique classique, voilà, il y a un petit écart, mais globalement, la moyenne, c'est 20% quoi, de la présence féminine des femmes en festival de musique, tout genre confondu. Et donc, au 1er janvier 2024, l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture observait « Les femmes sont minoritaires au poste de direction des structures de la création artistique soutenues par le ministère de la Culture ». C'est moi qui ajoute. En d'autres termes, le combat est encore long, parce qu'évidemment, là, je me suis concentrée sur les interprètes. Mais ce qui va permettre aussi de faire évoluer cette industrie, c'est que les femmes se retrouvent, et ça vaut évidemment dans le cinéma, là on parle de la musique, mais dans tous les domaines artistiques, que les femmes soient aussi dans les postes de direction, les postes de pouvoir, et puissent faire directement bouger les lignes. On s'est concentré là durant cette présentation sur les choses évidemment positives et lumineuses, mais j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails à chaque fois qu'on parlait des destins des différents artistes, mais évidemment ce qui aujourd'hui bouge, et c'est tant mieux, c'est toute la vague MeToo, donc la 4e vague féministe, et donc Music2, qui existe, qui est un mouvement qui a été créé en 2020 par Rose Lamy et Jean-Michel Aubry-Journet. Mais ce que nous observons, et puis il y a eu cette année aussi une commission à l'Assemblée nationale où beaucoup d'acteurs et actrices du milieu de la musique se sont exprimés, dont Flore Benguigui d'ailleurs, qui signe la préface de Ni Muse Ni Groupie. Ce que nous observons, c'est que, comparé au MeToo du cinéma, là actuellement, je ne sais pas si vous avez vu le MeToo dans la bande dessinée, les différents secteurs artistiques, eh bien, dans la musique, on peine encore à avoir un vrai effet Music2. Il y a encore une sacrée omerta, beaucoup d'impunité, des artistes dont tout le monde sait, et dont les journalistes, pas moi la première, mais bon, tout le monde sait qu'ils sont des agresseurs sexuels, et qui pourtant se produisent en concert, sont invités en prime time à la télévision. On entend encore beaucoup, moi j'en ai fait l'expérience plusieurs fois dans des tables rondes, voilà, qu'il faut séparer tous ces grands artistes des hommes, etc. Donc je laisse à chacun et chacune l'appréciation du pourquoi est-ce que c'est plus lent dans la musique. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, plus encore que tous les autres arts, c'est celui qui nous accompagne potentiellement du matin au soir et celui avec lequel on crée le plus d'affect. Donc c'est très difficile de renoncer à écouter telle ou telle chanson. Je voudrais dire, avant de clore ma prise de parole, que évidemment, quand on pointe du doigt une chanson comme celle de Michel Sardou ou celle de Cookie Dingler, quoique à peine, moi je n'appelle pas du tout à la cancel culture vis-à-vis de ces chansons. Il y a une formule que j'utilise dans mon travail et aussi avec Désirer la violence, qui est la contexte culture, donc remettre ces œuvres dans leur contexte d'époque notamment. Maintenant, évidemment, je fais la différence entre des chansons sexistes et des chansons qui sont interprétées par des hommes coupables d'agression sexuelle et de viol ou de féminicide. Je pense évidemment à Bertrand Cantat. Et je pense que dans ces cas-là précis, appeler au boycott, ça ne me semble pas délirant. On peut choisir de ne plus écouter ces hommes-là. Personnellement, moi, j'en suis dégoûtée. Je n'arrive plus du tout à écouter Noir Désir. Mais donc, j'espère au moins que mon travail permet de se rendre compte qu'il y a tellement de femmes talentueuses que c'est pas bien grave si on cesse d'écouter Bertrand Cantat ou pourquoi pas Michael Jackson, mais n'ouvrons pas ce chapitre-là. Ce qu'il y a avec les artistes d'aujourd'hui, en tout cas, dans Ni Muse Ni Groupie, vous trouverez une vingtaine d'entretiens inédits avec des artistes de toute génération confondue, genres musicaux confondus et même niveau de notoriété, que j'ai interviewé justement en leur demandant quel est leur ressenti par rapport au sexisme dans l'industrie musicale. Et il est clair que la grande différence aujourd'hui, c'est que les femmes artistes s'expriment et sont plus lucides sur les mécaniques patriarcales, et notamment aussi sur la rivalité entre artistes, parce que c'est pas quelque chose là que j'ai évoqué, mais
c'est assez traditionnel de monter les femmes artistes les unes unes contre les autres, ou de nous faire choisir, par exemple, est-ce que tu préfères Beyoncé ou Rihanna, est-ce que tu es plutôt l'une ou l'autre, ou bien surtout de présenter une artiste comme la nouvelle. Il faut être la nouvelle Madonna, la nouvelle Angèle, et ça aussi, ce sont des mécanismes qui sont très vicieux et qu'on ne trouve pas du côté des artistes masculins. Quelle solution donc, en tout cas quand on est une artiste, ou même nous dans nos vies quotidiennes? Eh bien, l'une des solutions que les artistes évoquent beaucoup, c'est la sororité, justement pour ne plus se mettre les unes contre les autres et pour avancer un peu plus sereinement dans notre société et dans cette industrie musicale infiniment sexiste. Donc pour finir, je voudrais vous faire écouter cette fois en intégralité une chanson qui est parmi l'une de mes préférées d'Anne Sylvestre, qui s'appelle « Frangine », parce qu'on ne l'a pas écoutée plus tôt, et je suis sûre que vous étiez frustrés qu'on n'écoute pas Anne Sylvestre, parce que si vous ne la connaissez pas et qu'il faut retenir juste une artiste ce soir, je vous demande en devoir pour la prochaine fois d'avoir écouté Anne Sylvestre. Donc, si vous voulez bien, écoutons Frangine d'Anne Sylvestre. Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chiens et chats, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine, il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche-neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érige en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui n'ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Je vous ai réécrit le dernier couplet, c'est fou parce que je l'écoute très souvent et je peux pleurer, qu'on va lire. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Et voilà, je me disais, si jamais dans la salle, il y a des filles, des jeunes filles ou des moins jeunes filles qui veulent faire de la musique, écrire, chanter, composer, et ben je voulais finir sur cette phrase, allez on ose, il est grand temps.